Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans votre journal. Ce soir, la rédaction accueille Kadara Afidati, porte-parole du comité de soutien de Emmanuel Macron, candidat à la présidentielle. Bonsoir. Bonsoir à toutes les personnes qui nous occupent. Alors, en cette période de campagne, on accueille sur nos plateaux les différents soutiens des différents candidats. Ce soir, vous allez nous parler du programme d'Emmanuel Macron, notamment ce qui concerne l'île de Mayotte. On en parle tout à l'heure avec vous. Vous restez avec nous. Mais d'abord, voici les titres de ce mardi 11 avril. Une réunion s'est tenue cet après-midi au conseil départemental, réunissant les agents des PMI de l'île et les représentants du département. Manque de moyens, vétusté des structures, les agents des PMI ont à nouveau réclamé de meilleures conditions de travail et se sont vus promettre l'arrivée de matériel dans les jours à venir. Néanmoins, pour eux, le mot d'ordre reste vigilance. Explication. Alors qu'hier, le conflit s'enlisait, il s'est durci aujourd'hui. En effet, les grévistes ont fait sortir de l'institution les agents qui n'étaient pas en grève et ont fermé les portes de la CSSM. Ils continuent de réclamer une réunion paritaire nationale sur la question de la retraite complémentaire, préalable à la reprise des négociations. Des contrats régionaux issus d'une convention médicale en partenariat avec l'ARS, la CSSM et les professionnels de santé libéraux ont été récemment mis en place sur l'île. Objectif, développer l'offre de soins en médecine libérale sur le territoire. Une bonne nouvelle pour Mayotte, détaillée à la fin de cette édition. Et ce mardi, les agents de la PMI du Sud ont été reçus au conseil départemental. Des agents qui, il y a 6 jours, avaient exercé leur droit de retrait pour revendiquer davantage de moyens pour mener à bien leur mission. Une réunion durant laquelle ils attendaient des réponses concrètes, mais surtout des actions immédiates de la part des services du département. Les précisions avec Sony Chamsidine. Les agents de la PMI à la recherche de réponses et d'actions concrètes de la part du département. Près d'une semaine après un premier entretien électrique, salariés des PMI du Sud et représentants du conseil départemental se sont de nouveau rencontrés. Réunion où les revendications urgentes ont de nouveau été mises sur la table. Ça s'est bien passé parce que ça a permis à tout le monde, les médecins, sages-femmes, infirmiers, il y avait tout le monde à s'exprimer, à dire qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'ils en ont besoin. Et bon, on a pu faire l'inventaire, tout ce qu'ils en ont besoin. Enfin, on n'a pas pris l'engagement, mais bon, on va faire le nécessaire pour pouvoir les livrer d'ici la fin du mois, dans les 5 PMI du Sud. Si pour le département, les doléances ont bien été entendues, du côté des agents de la PMI, on reste tout de même vigilant. On nous a promis qu'à partir de la semaine prochaine, on aura les matériels les plus urgents, mais les autres, on va essayer de voir par rapport au budget, par rapport à l'année 2016 jusqu'à aujourd'hui, pour voir ce qui a été fait, ce qui n'est pas fait. Mais j'ai remarqué tout simplement qu'il y avait vraiment un gros problème de communication entre les directeurs et celles d'ici au conseil départemental. Mais là, on attend encore et on verra l'avenir qui nous réserve. 2 heures de table ronde où de nombreuses anomalies ont été constatées au sein des services du département. Pas de quoi rassurer. Nous avons quand même noté qu'il y avait des dysfonctionnements et nous allons mettre le doigt dessus puisqu'apparemment M. Issa Abdou a signé des bons de commande, notre direction a envoyé des bons de commande, mais apparemment le DGA, M. El Kabir, n'a jamais reçu de bons de commande. Donc il y a un problème quelque part, je ne sais pas s'il y a des mauvais djinns au conseil départemental qui subtilisent les documents. Nous allons essayer d'avancer dans ce sens-là, dans l'intérêt de la population et des salariés des PMI. Des employés des protections maternelles et infantiles qui maintiennent la pression et qui n'excluent pas de redescendre dans la rue en cas de promesses non tenues d'ici la fin du mois d'avril. Et direction à présent la caisse de sécurité sociale de Mayotte où les jours passent et se ressemblent. En effet, le statu quo se poursuit. Mais du côté des grévistes, la volonté de durcir le mouvement a été clairement affichée ce matin. Tous les agents présents dans les locaux ont ainsi été sommés de sortir pour faire fermer l'établissement jusqu'à nouvel ordre. Aux grévistes d'ajouter que tant qu'aucune réunion paritaire nationale ne sera programmée, la CSSM restera en grève. Le point dans ce sujet signé Pierre Bellucci, Abbas Alidi et Leslie Vimney.
Les agents grévistes de la CSSM étaient à nouveau devant les portes de l'institution ce matin. Parmi eux, le secrétaire général de l'Union départementale Force ouvrière a pu faire part à chacun de son récent voyage syndical à Paris. J'ai assisté au comité confédéral national de Force ouvrière la semaine dernière. Il a été question de la situation de crise de Mayotte et aussi de la Guyane. Et on a débattu sur pas mal de choses. Et on en est arrivé à la conclusion que le conflit en cours à la Caisse de sécurité sociale peut trouver une issue favorable. Encore faudrait-il que l'UCANS veuille bien faire preuve de bonne volonté dans ce dossier-là. Les grévistes considèrent que le manque de volonté politique est à l'origine des promesses non tenues suite au mouvement de 2012. Ce matin, les portes de l'institution ont donc été fermées par des agents très en colère. La caisse ne réouvrira pas, ses accueils notamment, tant que la question de la retraite complémentaire ne sera pas résolue. Et on sera là pour veiller à ce que la caisse n'ouvre pas ses portes. Et que sans le personnel de la CSSM, la caisse de sécurité sociale n'est rien du tout. Alors l'employeur peut continuer à jouer à ce petit jeu-là, mais nous on est déterminés, on ne lâchera pas. Donc à partir de maintenant, ça ne va plus rigoler, c'est tout ce que j'ai à dire. Les grévistes ne plaisantent pas et attendent toujours une réponse concernant leur souhait d'une réunion paritaire nationale permettant d'ouvrir un cycle de négociations concernant la retraite complémentaire. Que ce soit l'UCANS, que ce soit au niveau du gouvernement, tous les dossiers concernant Mayotte sont en quelque sorte en souffrance. Donc aujourd'hui, je pense qu'avec un minimum de bonne volonté, on peut arriver à une paix sociale durable au niveau de la caisse de sécurité sociale. Et quand je dis paix sociale, il va falloir que, de toute urgence, l'UCANS nous donne une date de réunion paritaire nationale pour qu'on puisse engager un cycle de négociation qui va nous permettre de mettre fin à ce conflit-là. Donc j'ose espérer qu'aujourd'hui ou même demain, il y aura une réponse très favorable pour la tenue de cette réunion paritaire nationale qui mettra un frein à ce spirale infernale de conflit au niveau de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte. Pour l'heure, aucune réponse n'a été apportée et la grève devrait donc reprendre dès demain avec d'autres actions syndicales au programme. Et politique à présent avec le candidat du mouvement En Marche, Emmanuel Macron, qui aujourd'hui caracole en tête dans les sondages. Au programme de l'ancien ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sous François Hollande, 3 axes principaux. Il souhaite ainsi d'abord réduire notre empreinte écologique et accélérer la transition vers une croissance durable. Il veut par ailleurs augmenter le potentiel économique et le niveau d'emploi grâce à une meilleure formation et une participation accrue au marché du travail. Enfin, il envisage de transformer et réorganiser les services publics et le système de santé pour mieux répondre aux besoins des citoyens. Le point sur le projet d'Emmanuel Macron pour la France dans ce sujet signé Pierre Bellucci et Leslie. Emmanuel Macron est le plus jeune candidat à l'élection présidentielle de 2017. À 39 ans, le leader du mouvement En Marche veut réformer le pays en profondeur, en commençant par économiser 60 milliards d'euros sur le budget de l'État en 5 ans. Il veut ainsi réduire de 15 milliards les dépenses liées à l'assurance maladie, réduire le nombre de fonctionnaires en supprimant 120 000 postes ou encore moderniser l'économie. Dans ce domaine, il souhaite notamment créer une assurance chômage universelle, augmenter le revenu net de chacun en réduisant les cotisations sociales ou encore assouplir les 35 heures par des accords négociés majoritaires. En matière de fiscalité, il compte supprimer l'impôt sur la fortune, exonérer de taxes d'habitation 80% des ménages modestes et de classe moyenne et baisser les prélèvements obligatoires de 32 milliards d'euros avec une répartition équitable entre entreprises et ménages. En ce qui concerne la sécurité, Emmanuel Macron veut mettre en place une police de la sécurité quotidienne, recruter 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires en 5 ans et créer 15 000 places de prison. Dans le domaine de l'éducation, il envisage de faire de la crèche un instrument de lutte contre les inégalités. Il veut par ailleurs donner la priorité à l'apprentissage des fondamentaux tels que lire, écrire, compter, tout en renforçant l'accompagnement et les dispositifs d'orientation au collège et au lycée. En matière de santé, le leader du mouvement En Marche compte investir 5 milliards d'euros afin notamment de doubler le nombre de maisons pluridisciplinaires de santé. Il fixe en outre l'objectif de 100% de prise en charge pour 2022 pour les frais de lunettes, prothèses dentaires ou auditions. En matière d'écologie,
15 milliards seront alloués à la transition énergétique et à la sortie des énergies fossiles. Il souhaite d'ici 2022 doubler la capacité en éolien et en solaire photovoltaïque ou encore faire de l'économie circulaire et du recyclage un nouveau modèle économique. Sur la question de l'Europe, il se prononce pour un renforcement de l'Union européenne sur les 5 dimensions de la souveraineté, souhaite généraliser le programme Erasmus avec l'objectif de 200 000 jeunes Français par an effectuant au moins un semestre à l'étranger et prône la mise en place d'un socle de droits sociaux européens. Enfin, au sujet des Outre-mer, il souhaite investir 1 milliard d'euros sur 5 ans pour financer des investissements collectifs des territoires ultramarins et reconstruire une politique de mobilité en portant à 200 000 le nombre de billets aidés chaque année pour la mobilité des ultramarins. Il envisage également de créer un réseau de structures d'accueil capable de mettre en œuvre la réponse pénale en direction des mineurs. À l'approche du premier tour et en vue d'un éventuel second, il compte bien continuer à rassembler des électeurs venus de tous bords politiques. Emmanuel Macron qui dispose sur le territoire de son comité de soutien qui ce soir est représenté par Madame Kadara Afidati. Donc on l'a vu, le programme d'Emmanuel Macron décliné dans ce reportage. Aujourd'hui, ce qui intéresse les Mahorais, c'est de savoir que va leur apporter Emmanuel Macron s'il est élu à la présidence de la France. Exactement. Alors, j'ai vu le programme, on l'a beaucoup lu, on l'a beaucoup regardé. Et effectivement, après, il faut, nous, en tant que département d'outre-mer, identifier nos propres problématiques et savoir en ce moment-là comment tout ceci peut être décliné en tenant compte de nos problèmes. Nous, le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'il y a des problèmes de santé. Les hôpitaux sont saturés. Il y a problème d'éducation. Là aussi, il y a une saturation. Il y a des problèmes au niveau foncier. Il y a aussi des problèmes fiscaux, notamment la taxe d'habitation, même si elle est récente, elle a été profondément déstabilisé la population mahoraise et puis un chômage de masse. Donc nous, quand on a regardé le programme de Macron, eh bien, on s'est retrouvés. Ce qui est intéressant, c'est que le candidat Macron dit que ses propositions seront tout de suite déclinées au niveau de tous les territoires et ça, c'est très important lorsque l'on sait que le pacte pour la départementalisation de Mayotte avait exclu 6 domaines où Mayotte devrait évoluer progressivement et très souvent, il fallait des décrets pour mettre en application certaines lois. Donc là, le candidat dit toutes les mesures seront naturellement appliquées dans les territoires d'outre-mer. Emmanuel Macron a même chiffré justement la somme qui allait être allouée au territoire d'outre-mer. Alors, il y a un programme global, puis il a décliné quelques lignes pour les outre-mer, et puis il a aussi interroger chaque territoire d'outre-mer pour connaître les spécificités. Et à ce titre, samedi le 7 avril, Emmanuel Macron a rencontré les associations de l'outre-mer de France. Il y a eu des échanges très intéressants et il s'est suite à cette discussion, le candidat a expliqué que dès son élection, dans les 3 mois qui vont suivre son élection, il va organiser des assises dans chaque territoire pour élaborer une feuille de route qui prendrait en compte la spécificité de chaque territoire. Et dans les 12 mois qui vont venir, on verra les premiers retombées de ces mesures et de ces engagements. Mayotte qui n'aura tout de même pas le même traitement que d'autres départements, notamment la Guyane quand même, on est d'accord? Ah ben si, Mayotte est concernée, et notamment en matière d'insécurité. Il y a un engagement, je pense que il a été le seul candidat à avoir une proposition ferme dans ce domaine en disant qu'il faut comprendre que Mayotte ne peut pas s'en sortir à l'état actuel avec une immigration de masse si on ne fait pas bouger les choses aussi aux Comores. Des investissements basiques comme l'électricité, l'eau, les écoles, la santé, c'est très important. Mais il y aura des conditions, c'est-à-dire qu'ils vont investir avec l'Europe aux Comores
pour fixer la population chez elle, il y aura des conditions. Les conditions, ça serait que les Comores arrêtent de revendiquer Mayotte. Et la deuxième condition, ça serait que un pacte permet aux autorités comoriennes d'arrêter les Kwassa dès le départ dans les plages d'Anjouan ou d'autres îles comme Madagascar ou ailleurs. Donc c'est très important. La chose la plus importante aussi pour les Mahorais, c'est la taxe d'habitation. Nous, on sait que beaucoup de Mahorais ont hérité des maisons de leurs parents alors qu'ils ne travaillent pas. Il y en a qui ont construit des maisons pendant une période, difficilement pendant une période de 40 ans. Eh bien, ceux-là, aujourd'hui, se trouvent à payer des impôts très élevés de l'ordre de 2 000 à 5 000 euros. C'est pas juste. Et donc, il y a une mesure qui concerne tous les Français de l'Hexagone à l'outre-mer, qui est de supprimer cette taxe pour les classes moyennes et les classes populaires qui ont des revenus qui va être reporté sur les propriétaires du coup. Comment? Qui va être reporté sur les propriétaires. Ça n'a pas été forcément bien reçu par cette population. Mais c'est un bon engagement. Non, ce n'est pas la population qui a un problème. Le problème, c'était au niveau des maires qui se voyaient retirer une partie de leurs recettes. Mais là aussi, Emmanuel Macron a clarifié les choses en leur disant qu'il peut faire des économies ailleurs et il remboursera à 1 euro près toute la perte occasionnée par la taxe d'habitation. Et en matière d'éducation... Portée par les propriétaires, encore une fois. Oui, ce sont les propriétaires, en tout cas ceux qui habitent une maison et qui paient la taxe d'habitation. Donc ceux-là, si ils ont pas... parce qu'il faut savoir que c'est un impôt qui ne tient pas compte des revenus des ménages. Donc vous avez une maison de 100 mètres carrés, vous allez payer une taxe de 1 000 euros à la fin de l'année, alors que vous avez l'impôt sur le revenu, vous avez la taxe foncière, vous avez la taxe pour les ordres ménagers, c'est invivable. Donc c'est très important pour toute la population française. Et il faut aussi comprendre qu'en matière d'éducation, le candidat a dit qu'il va construire 500 000 classes et des zones prioritaires seront créées, et là-dessus, de CP au CM1, les classes seront divisées par 2 pour que les enfants, à leur rentrée en 6e, puissent écrire et lire. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, un enfant qui est en 4e, il va apprendre à convertir les unités de mesure. C'est très très grave, alors que c'est un programme du primaire. Alors on entend bien Emmanuel Macron a un programme pour Mayotte, un programme pour la France, mais qu'est-ce que vous répondez à tous ceux qui disent qu'on a l'impression que c'est la continuité de celui d'Hollande, qu'on se retrouve propulsé en arrière 5 années auparavant? Non, je ne suis pas d'accord. Est-ce que Hollande avait dit qu'il allait engager un co-développement avec les Comores pour fixer la population chez elle? Non. Et vous regarderez le programme des autres candidats, d'ailleurs ils n'en ont pas. Ils n'ont rien proposé pour Mayotte. Fillon est parti 3 jours à La Réunion et de là-bas, il dit je vais supprimer le droit de sol, alors qu'on sait qu'il y a eu 3 mandats de la droite à l'époque UMP et ils n'ont rien fait de tel. Emmanuel Macron propose de créer une sous-préfecture chargée de l'insécurité. Il mettra les moyens parce qu'il va créer 10 000 postes de policiers et de gendarmes, là où François Fillon veut réduire. Alors qu'on a des problèmes de santé, on a des problèmes de médecins, on a des problèmes d'infirmiers, François Fillon dit qu'il veut supprimer, là aussi, dans les hôpitaux, des médecins et des infirmiers. C'est l'incompréhension totale. Je demande aux Mahorais de se reprendre, de se ressaisir, d'écouter tous les candidats et de faire un choix réfléchi. Là aussi, Marine Le Pen, c'est une catastrophe parce que Marine Le Pen arrive et elle dit je vais expulser tout le monde.
Mais il n'était pas commun. Et dernière question, Là aussi, c'est grave. aujourd'hui on parle de campagne, qu'en est-il de votre comité de soutien? Est-ce qu'on est toujours avec ces oppositions les uns et les autres pour tous ceux qui soutiennent Macron à l'échelle du département? Alors, nous, on a créé le comité départemental. Après, il se trouve qu'il y a un comité qui a fait le choix de suivre son bonhomme de chemin. Nous, on le respecte. En tout cas, nous, le comité départemental qui a été créé à la base avec le MODEM, le MDM, le NEMA et la société civile, on est encore là et on fait notre campagne tranquillement, sans problème. Merci beaucoup, Afidatim Kedara. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du comité de soutien d'Emmanuel Macron ici à Mayotte. Et le SNES-FSU qui dénonce à son tour la situation dans l'éducation nationale, ou encore le comité de lutte contre les fraudes qui saisit et détruit 500 kilos de préparation artisanale au marché couvert de Mamoudzou. C'est également dans le reste de l'actualité de ce mardi 11 avril. Les précisions tout de suite dans l'actualité en bref. Le syndicat SNES-FSU se joint aux inspecteurs de l'éducation nationale à Mayotte. La semaine dernière, ces derniers s'étaient fendus d'un communiqué visant à dénoncer une situation alarmante dans les écoles du premier degré. Un point de vue que partage le SNES-FSU, qui explique rejoindre et amplifier les critiques générales formulées par l'intersyndicale des inspecteurs envers la politique du vice-rectorat. Après avoir évoqué les problèmes connus de tous, le syndicat poursuit en formulant un certain nombre de propositions qui doivent s'inscrire à la fois sur le long terme et dans l'immédiat. Il propose ainsi une action qui permettra de former de jeunes cadres mahorais, une action d'urgence permettant de relancer l'attractivité, ou encore une action de formation des non-titulaires qui leur permettent de passer les concours. Le syndicat conclut que la clé de l'amélioration du système, au-delà du manque de moyens matériels, passe par les agents. À 2 semaines du premier tour des présidentielles, Mayotte ne devrait plus accueillir de candidats. Seuls 3 auront finalement fait le déplacement, à savoir Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan et Emmanuel Macron. Tous les autres ont annulé ou tout simplement jamais programmé de fouler le sol du 101e département de France. Du côté du candidat de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, aucune date de visite n'a filtré, mais l'un de ses représentants et non des moindres va poser le pied à Mayotte. En effet, dès demain, l'île aux Lagons va accueillir son député européen Younous Omarji. Il sera présent afin de défendre le programme de la France Insoumise et d'expliquer en quoi Jean-Luc Mélenchon, qui affole actuellement les sondages, peut améliorer la situation à Mayotte. Une visite express, durant laquelle il sera accompagné d'Adrien Teilleux et d'Omar Simba, tous 2 porte-parole pour la France Insoumise à Mayotte. Mercredi 5 avril, le comité opérationnel de lutte contre les fraudes a réalisé un contrôle au marché couvert de Mamoudzou. Selon la préfecture, le service de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes de la DIECT Mayotte a procédé au retrait de la commercialisation et à la destruction d'environ 500 kg de préparation artisanale tels que piments, achars et jus, contenus dans des bouteilles en plastique de réemploi. Au total, une quinzaine de commerçants a été saisis. La représentation de l'État rappelle aux consommateurs que le réemploi d'emballages plastiques pour un usage alimentaire est strictement prohibé par la réglementation de l'hygiène alimentaire. De plus, ces préparations doivent être commercialisées avec un étiquetage permettant d'identifier le produit, sa composition, sa date limite de consommation et le responsable de la mise sur le marché. Et maintenant, cette bonne nouvelle pour l'île, alors que la densité de médecins généralistes libéraux est de 9 pour 100 000 habitants sur le territoire, des contrats incitatifs ont été mis en place depuis le 29 mars dernier sur l'île. Des contrats issus de la convention médicale établie en partenariat entre l'ARS, la CSSM et les professionnels de santé libéraux de Mayotte. Cela va ainsi permettre la stabilisation des effectifs et surtout une venue de nouveaux professionnels sur le territoire. Reportage Adèle Laurent. Comment donner aux médecins libéraux l'envie de travailler sur le territoire, plus grand désert médical de France? La mise en place récente de contrats régionaux vient d'apporter une des réponses possibles à cette problématique et devrait permettre d'améliorer l'attractivité du territoire en termes d'installation et de stabilisation de professionnels de santé. 4 types de contrats ont été mis en place à cet effet. Virginie Mbodji nous les présente. On a un contrat d'aide à l'installation pour de jeunes professionnels qui viennent s'installer sur le territoire. Donc dans les 1 an, ils peuvent signer ce contrat qui va les inciter à rester sur le territoire. Ensuite, on a un second contrat qui est un contrat de transition entre un médecin qui part en retraite et un professionnel qui va prendre la suite de son cabinet.
On a un troisième contrat sur la stabilisation et la coordination pour des médecins qui veulent s'inscrire dans un exercice coordonné avec d'autres médecins ou des professionnels paramédicaux. Et enfin, on a un contrat de solidarité territoriale pour des professionnels, médecins généraux ou spécialistes, qui veulent venir faire des missions à Mayotte d'une durée minimale de 10 jours sur l'année. Développer l'offre de soins en médecine libérale sur l'île, mais cela a un coût. Même si à l'heure actuelle, il ne peut être chiffré. Je ne peux pas vous donner aujourd'hui de fourchette sur le coût de ce dispositif puisqu'il y a une partie de majoration qui peut aller jusqu'à 20% et cette majoration ne sera appliquée qu'à l'issue d'une concertation avec l'Ordre des médecins et l'URPS. On va signer des contrats tripartites, à la fois ARS, Caisse de sécurité sociale et personnels libéraux. Alors on espère le plus tôt possible, c'est pour ça que l'ARS a signé les contrats types sans cette majoration pour qu'on puisse dès à présent entrer dans le dispositif. On a déjà des professionnels qui sont intéressés par ce dispositif pour se stabiliser sur Mayotte. D'ici peut-être la fin du mois ou début du mois de mai, on arrivera à la première signature et par la suite, on viendra faire des avenants pour les majorations. Sur un territoire qui compte moins de 18 médecins libéraux pour 212 600 habitants au dernier recensement de 2012, la lutte contre la désertification médicale représente un enjeu primordial et la mise en place de ces nouveaux contrats pourra permettre de pallier à ce manque. Une avancée prometteuse pour les professionnels de santé et pour les habitants de l'île. Et on continue à parler de santé avec notre invité de la fin de ce journal qui nous a rejoint. Il s'agit de Laurent Monassier qui est professeur à la faculté de médecine de Strasbourg. Bonsoir. Bonsoir. Alors on va parler avec vous justement de médecine. On l'a vu avec notamment la recherche biomédicale. On a vu avec ces séminaires qui se présentent, ces journées qui auront lieu ici sur Mayotte. Vous arrivez de Strasbourg. Alors clairement, qu'est-ce que c'est la recherche biomédicale? En quoi ça consiste? Alors la recherche biomédicale est maintenant englobée dans ce qu'on appelle la recherche portant sur la personne humaine, c'est-à-dire tout type de recherche portant sur l'homme. Ça va de l'épidémiologie, la connaissance des maladies dans le territoire tel que les Mayotte, jusqu'à l'essai thérapeutique, c'est-à-dire d'essayer de nouveaux médicaments pour répondre à des besoins sanitaires de la population. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, Mayotte, il y a un vivier, il y a des choses à exploiter en matière de recherche biomédicale? Alors, il y a probablement à Mayotte des problèmes pathologiques spécifiques, tels que des infections importées. L'hôpital de Mayotte a aussi comme on le sait, la plus grande maternité d'Europe, et à ce titre, une énorme activité de gynéco-obstétrique, de pédiatrie, des problèmes médicaux qui sont probablement spécifiques. Et on a souvent tendance à oublier la partie recherche, mais la partie recherche fait partie de l'activité de soins, et c'est un petit peu pour ça que je suis à Mayotte en ce moment. Alors, je vous attendais à quoi? Est-ce que vous avez déjà plus ou moins pris la température aujourd'hui à Mayotte? Est-ce que vous avez déjà des pistes de réflexion? Alors, des pistes de réflexion médicale, non. J'aimerais pouvoir interagir avec mes collègues médecins à Mayotte. J'ai compris qu'il y a un vrai problème de sous-effectif, mais l'important, c'est de mettre les germes du début d'une activité de recherche clinique. On l'a fait déjà l'année dernière en formant des assistants de recherche clinique. Il y a 6 jeunes Mahorais qui ont participé à ces formations. 4 ont obtenu un diplôme interuniversitaire de formation des assistants de recherche clinique. Donc il y a tout ce qu'il faut pour créer un germe et j'espère avoir des interactions fortes avec les acteurs locaux pour voir comment, y compris mon CHU, pouvons être partie prenante de ce développement. Et à la recherche, il y a aussi le médicament qui va être créé justement pour répondre à cette pathologie, par exemple pour justement lutter contre cette pathologie qui va être trouvée. Bien sûr, alors l'essai thérapeutique, l'essai sur le médicament fait partie de la recherche sur la personne humaine de manière générale. C'est quelque chose de très important parce que ça permet à des milliers de personnes qui participent à des essais thérapeutiques de bénéficier de médicaments. Ce qu'on ne sait pas, c'est que souvent ils ont accès à ces médicaments après la fin de l'essai, lorsqu'on a démontré qu'ils sont efficaces. Et donc c'est une opportunité sanitaire et dans l'objectif ici d'avoir une opportunité sanitaire pour répondre à des problèmes spécifiques qui se posent à Mayotte. Alors, en matière de réglementation, par exemple, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme problématique? Alors la réglementation a changé. Elle a changé dans le sens d'une facilitation à la recherche clinique qui est beaucoup plus importante. Et il est clair qu'un hôpital comme l'hôpital de Mamoudzou peut très bien mettre en place assez facilement une cellule spécialisée en recherche clinique, se faire aider. Et la réglementation est, je dirais, actuellement favorable. C'est la nouvelle réglementation européenne qui s'applique ici comme partout en France. Elle est probablement, elle aide plus, bien entendu, toujours dans le respect de la personne humaine.
On rappelle que ces journées se tiendront à partir du mercredi 12 avril au mardi 18 avril. Ce sera au SMIAM, à la salle de conférence du SMIAM à l'hôtel de ville de Mamoudzou. Voilà, de 17h à 19h, sous la forme de conférences ouvertes à tous. Quel est le public? Quel public vous attendez? Est-ce que c'est forcément des personnes qui ont un attrait pour ces matières ou le public curieux de savoir ce qu'il en est? Alors tel que je l'ai conçu, c'est vraiment ouvert à tous. On va par exemple parler d'éthique de la recherche clinique, quel problème ça pose, comment on conçoit un projet, comment on protège les personnes. Je suis aussi membre du comité de protection des personnes de la région Est. Et donc il y a beaucoup d'idées reçues sur la recherche clinique. Donc c'est tout cela que j'aimerais discuter. Donc c'est ouvert à tous, mais bien entendu aussi au personnel de santé, infirmières, sages-femmes, médecins, tous ceux qui veulent venir. L'entrée est libre et j'espère qu'on pourra discuter de manière totalement détendue de ces sujets d'importance sur le plan sanitaire. Merci beaucoup en tout cas Laurent Monassier, professeur à la faculté de médecine de Strasbourg. Rendez-vous est donc pris à partir de mercredi. Et c'est ici que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition rediffusée sur OM5, également disponible en replay sur notre site l'infocoesi.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Et demain matin, à retrouver toute l'équipe de la matinale à partir de 6h et de 7h à 8h, comme d'habitude, le débat présidentiel qui opposera Abdoulaye Ariti du Parti des Républicains à Adrien Thé du Parti La France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Excellente soirée à vous sur KTV et à demain.